Jean-Sébastien et moi-même sommes très heureux d'animer ce webinaire sur les indicateurs de performance. Absolument. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet des indicateurs de performance et on va dire d'abord merci à Clément et Stéphane. Alors Clément n'est pas là, Stéphane est là. Il représente le cabinet KL Management. Ils nous ont aidés, ils nous accompagnent sur nos démarches d'amélioration continue pour Decathlon. Stéphane, comment vas-tu? Eh bien, écoute, très bien. Merci de m'accueillir parmi cette belle assemblée. Donc, effectivement, je suis à la fois le fondateur et le président de KL Management et on accompagne, avec Jean-Sébastien, on se connaît depuis très longtemps, hein, maintenant, depuis de nombreuses années, au départ sur EFIMAX et puis toute l'évolution du CI jusqu'à l'excellence opérationnelle maintenant, qui est notre cœur de métier, puisque nous, on est un pure player de ce domaine-là. On accompagne nos clients dans le déploiement de programmes d'excellence opérationnelle et puis également, on propose des programmes de formation. Voilà. Merci. Bienvenue également à Sophie Bénard de la société InnovaFeed, qui aujourd'hui a la lourde responsabilité de nous inspirer. Sophie, tu peux te présenter? Merci beaucoup Sophie Bénard. Donc ravie de vous rencontrer aujourd'hui et d'avoir l'occasion d'échanger. Je vais vous présenter un petit peu l'histoire, notre implémentation des indicateurs chez InnovaFeed. Chez InnovaFeed, moi j'ai eu l'occasion de travailler justement sur la performance industrielle jusqu'à l'année dernière et depuis cette année, je travaille sur notre déploiement aux États-Unis avec un premier site en construction qu'on va mettre en service en fin d'année. Super. Maintenant que les présentations sont faites, Jean-Seb, tu peux peut-être nous dire un peu c'est quoi notre rôle au niveau de l'excellence opérationnelle? Alors, on est une équipe énorme et très grande, 3 personnes au service de l'excellence opérationnelle. Alors, on n'a pas besoin d'être plus que 3 parce que l'enjeu, c'est que ce soit les 108 000 personnes de l'entreprise qui pratiquent le geste. Donc, dans l'équipe, il y a Laurence Danest, ici présente. Il y a Stéphanie Renaud, que beaucoup connaissent, et moi-même. Voilà. Et notre rôle dans l'équipe, c'est ce que vous voyez à l'image, c'est passer le relais, c'est vous mettre en autonomie pour pratiquer l'excellence opérationnelle. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, à poser des questions. Là, cette heure vous est offerte, elle vous appartient. Et si vous souhaitez poser des questions, vous avez la zone commentaire qui se trouve à droite de l'écran que vous pouvez utiliser. On a 2 écrans, on verra Normalement, on devrait voir toutes vos questions. Alors, le déroulement aujourd'hui de ce webinaire, donc cet après-midi, la première chose, c'est qu'on va vous faire une brève introduction sur ce qu'on entend par indicateur de performance. Et puis, dans un deuxième temps, Sophie nous présentera ce qui a été fait chez InnovaFeed, donc un cas pratique très concret. Puis, un temps dédié aux questions-réponses. Et enfin, on vous présentera les dates des futurs webinaires. Alors, super, merci Laurence. Là, les gens, ils font un peu la gueule sur la photo que vous voyez. Pourquoi? Alors, pourquoi ils font la tête? C'est que, en fait, il est connu que on dépense beaucoup d'argent pour construire des stratégies. Alors, quand je dis beaucoup d'argent, on s'est renseigné, mais dans le bouquin, il parlait de 30 milliards de dollars qui sont mis mondialement sur la table tous les ans pour écrire des stratégies. Mais dans les faits, il y aurait 80% des stratégies qu'on n'arrive pas à appliquer sur le terrain. Et pourquoi ces stratégies échouent-elles? Elles échouent parce que pour réussir une transformation, il faut deux points: avoir un plan, une stratégie, et aussi savoir l'exécuter. Et qu'est-ce qui pose souvent le problème? Est-ce que c'est la stratégie ou plutôt l'exécution? Eh ben, je vous le donne en mille. Je pense qu'on est bon pour écrire des plans et des stratégies, mais je crois qu'on a un peu de difficulté à exécuter. C'est plus compliqué parce que l'exécution appelle souvent des changements de mentalité, changer sa façon de faire. Alors, quand on a préparé ce webinaire-là, Sophie elle nous a mis entre les oreilles ce bouquin-là, et du coup, il nous a vachement inspiré. Et au lieu de partir dans trop de théorie, on a pris ce bouquin-là, on a extrait les 4 règles qui permettent une bonne exécution, et c'est ce qu'on va vous présenter en théorie quelques minutes avant de laisser la parole à Sophie. Très bien. Tu peux nous présenter donc la première discipline qui permet d'atteindre la performance? Alors, la première discipline, c'est se concentrer. Se concentrer sur quoi? Alors, c'est contre-intuitif. Alors, c'est pas contre-intuitif, mais en tout cas, c'est contre nature. C'est de se concentrer sur l'objectif principal qu'on veut atteindre dans son projet ou dans son équipe. Alors, il faut identifier, quand on parle d'objectif, on parle derrière ça d'indicateur final. Il faut identifier quel serait l'indicateur qui me permettra de dire que j'ai réussi mon projet. D'accord?
Et idéalement, si c'est possible, d'en avoir qu'un pour vraiment se focaliser dessus, parce que si on en a plusieurs, après, en tant que leader, on ne crée pas la clarté au sein de l'équipe pour savoir sur quel indicateur on doit travailler en priorité. Et c'est souvent compliqué parce que les leaders, ils ont souvent beaucoup d'idées, ils aiment les défis, ils aiment se surpasser, ils veulent toujours en faire plus. Donc, c'est vrai que la première discipline, elle est déjà pas simple parce qu'il faut réussir à se focaliser vraiment sur un seul objectif. Et ça nécessite aussi que chaque leader soit convaincu que s'ils ont un seul objectif, l'équipe, elle ira plus loin, elle s'engagera plus et donc atteindra plus facilement ses objectifs et donc fêtera aussi plus de victoires. Mais tu parles d'un seul objectif, d'un seul indicateur. Est-ce que tu as un exemple concret à nous donner? J'ai un exemple super concret. On n'est pas loin de l'été. Enfin, en tout cas, dans le nord de la France, il a du mal à arriver. Je me suis fixé un objectif, c'est de retourner à 74 kilos. Je pars de 78. Ma cible, c'est le 4 juillet. Et ça tombe bien parce que ça veut dire grosso modo que je dois gagner 1 kilo par semaine. Et du coup, petite remarque, on a joué avec les couleurs sur ce slide-là. Vous avez vu qu'un objectif, ça doit être composé de plusieurs composants. En rouge, vous avez deviné, c'est l'indicateur. En vert, il faut une cible. Donc, n'oubliez pas, parce que chaque fois qu'on voit des tableaux de bord dans vos équipes respectives, on ne voit pas de cible. On voit l'indicateur, mais on ne voit pas de cible. Il faut une deadline, c'est quand est-ce on souhaite atteindre l'objectif. Et une trajectoire. Trajectoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets que le 4 juillet, je veux avoir 74 kilos, il faut que je puisse aussi m'animer dans le temps et dire où j'en suis le 15 juin, où j'en suis fin juin, pour pas avoir l'effet tunnel. Ok, très bien. Donc, ça, c'est nécessaire. Donc, un seul objectif, mais ce n'est pas suffisant. Alors, peut-être que tu me demandes d'aller au deuxième objectif et la deuxième règle. La deuxième règle, alors c'est peut-être l'une des slides les plus importantes dans dans les messages qu'on va passer, c'est d'aller chercher l'effet levier, c'est-à-dire d'aller chercher des leviers prioritaires à activer pour aller atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Alors, vous connaissez la règle des 20-80. Et bien là, la règle des 20-80, c'est qu'il y a 80% des résultats qui proviennent de 20% de nos actions. Gardez-le en tête. Là, on va essayer d'aller chercher les leviers qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif. Je dis ça parce que c'est pas inné chez Decathlon, surtout dans les équipes, dans les services. On a l'habitude de s'animer principalement sur des indicateurs finaux. Mais quand vous faites ça, vous n'embarquez pas votre collectif aujourd'hui dans une animation opérationnelle efficace. Donc, pourquoi c'est efficace, pourquoi c'est important, on va détailler maintenant. Oui, justement, si on reprend ton exemple, donc tu souhaites perdre 4 kilos d'ici le mois de juillet. Selon toi, dans ce cas-là, quels sont les principaux leviers prioritaires que tu dois activer? Eh ben, j'en ai deux, c'est faire du sport et manger sainement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et est-ce que tu penses que ça va être suffisant? Non, je pense que ça ne va pas être suffisant parce que globalement, je ne sais pas quel sport me permettrait d'être le plus efficace. Et puis, je ne sais pas non plus quel plat je dois préparer. Donc, je vais me rajouter deux autres leviers qui vont pour atteindre mon objectif final. C'est un, je vais me prendre un petit coach sportif et deux, je vais un peu étudier la nutrition. Ok, ok, tu as tes leviers, très bien. Maintenant, quels indicateurs tu vas te donner pour chacun de ces leviers? Écoute, maintenant que j'ai identifié mes leviers, ça paraît plus simple de trouver mes indicateurs opérationnels. Et ce que je propose, c'est que pour le premier qui est de pratiquer, d'être autonome sur la pratique d'un sport, c'est quoi? C'est d'être autonome sur à partir du 15 juin, de savoir quel sport je peux pratiquer pour maigrir efficacement. Premier indicateur opérationnel. Deuxième indicateur opérationnel, je me fixe 3 séances de sport de 30 minutes par semaine à partir du 15 juin. Troisième indicateur opérationnel, j'ai vu qu'il y avait des podcasts qui traînaient sur Internet sur la nutrition. J'ai envie d'apprendre là-dessus. Si j'écoute les 10 avant fin mai, je crois que je serai autonome pour me faire bien à manger. Et du coup, pour me faire bien à manger, je me mets un objectif quantifié à maximum 1800 calories par jour à partir du 15 juin. Ok, c'est très clair.
Alors moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'à travers ton questionnement, tu vois, moi, je pensais que c'était le leader qui allait me dire quels étaient les indicateurs opérationnels que j'allais devoir suivre. Et ben non, je pense que c'est moi, opérationnel, qui est la personne la mieux placée pour savoir quel indicateur opérationnel je dois définir sur mon activité. C'est moi qui fais le geste. Ça me paraît Ok, normal. donc le leader, il donne l'objectif final à atteindre. Mm. Et puis, sur la partie indicateur opérationnel et levier à activer, là, c'est plutôt au rôle de l'équipe de les définir. C'est bien ça? C'est carrément ça. Ok, super. Et donc, la troisième discipline, c'est quoi? Alors, la troisième discipline, c'est trouver un tableau de bord qui pousse à l'action. Et du coup, c'est toi qui as eu cette super idée, donc je t'en rends la propriétaire. Je pense qu'on est en NBA, je pense que là, on doit être à un quart-temps ou autre, où il y a deux équipes qui sont en train de s'affronter. Et en fait, l'exemple que tu m'as donné, il me parlait vachement. C'est que je suis en train de jouer un match, je vais toujours avoir un œil sur le tableau des scores pour savoir quelle tactique je dois jouer. Et en fait, on pourrait faire le parallèle avec le tableau de bord d'une équipe, c'est d'avoir en temps réel l'information qui va nous permettre collectivement de savoir comment on va jouer. D'accord? Ok, super. Et donc, pour construire ce tableau de bord, tu as des conseils à donner? Alors, ouais, j'en ai un. C'est alors un truc qui est aussi contre-intuitif, mais on défend vachement cette idée-là. C'est que l'indicateur, on dit qu'il doit être manuel. Alors, ça veut dire quoi un indicateur manuel? Ça veut dire que je dis qu'il est contre-intuitif parce que nos systèmes d'information sont de plus en plus évolués, puis on pourra avoir des calculs automatiques qui nous permettraient de se connecter sur un dashboard et puis d'avoir l'info en temps réel. Mais moi, on vous pousse autant que possible à avoir des indicateurs que vous êtes capable de calculer par vous-même, qui font sens pour vous. Si c'est vous qui mettez le chiffre dans le board par vous-même, vous savez ce qu'il y avait derrière et vous êtes motivé, vous savez comment traiter les problèmes. Premier point, donc, indicateur manuel. Ça doit être simple, facile à mettre à jour. Ça doit être visuel, loin du cœur, loin des yeux, loin du cœur. C'est ce qu'on disait cette semaine avec Lucie. Il faut que ce soit pas caché dans un ordinateur quelque part, mais idéalement, si vous avez la possibilité de le faire apparaître en grand devant votre bureau. Si vous travaillez en remote, dernier webinaire, on avait montré comment la SNCF rendait visuel ses dashboards à distance. Du coup, c'est un petit coup de pub pour aller voir les replays du dernier webinaire. Et un truc super important pour vos tableaux de bord, c'est que c'est ça. Il doit être compréhensible alors en 1 seconde, en 3 secondes et en 10 secondes. Qu'est-ce qu'il y a derrière 1 seconde? En 1 seconde, vous devez savoir, donc vous ne devez pas rentrer dans le tableau, mais visuellement, quand vous êtes en face du tableau, vous devez savoir si l'activité, elle marche ou elle ne marche pas. En 3 secondes, je vous le donne en 1000, c'est vous devez savoir quelle est la tendance. Visuellement, vous devez savoir la tendance. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'image qu'on a vue juste avant. Il y avait des personnes autour d'un tableau de bord là, avec une coiffe. On voyait rouge, vert, donc on savait si c'est bon, pas bon. On le voyait, même si on ne fait pas partie de leur business. Et on voyait la tendance sur les X dernières semaines. C'est ça qu'on doit voir dans vos tableaux de bord. Et en 10 secondes, on doit voir si, alors du coup, imaginons qu'il y a un écart, qu'il y a un problème, on doit voir s'il y a un plan d'action qui est en cours dessus. Est-ce qu'on est en train de traiter l'écart ou pas? Très bien. Donc, si j'ai bien compris, il faut qu'on ait un tableau de score, de bord très simple, clair, qui doit faciliter la mise en action. C'est bien ça? Et identifier très rapidement les problèmes. Parfait. Donc, pas trop d'indicateurs aussi, parce qu'il me semble que 15%, simplement 15% d'une équipe est en mesure d'identifier les 3 indicateurs du projet d'une équipe. Que 15%, donc pas trop d'indicateurs. Absolument. Et la dernière discipline? Alors, la dernière discipline, ça consiste à créer un rituel collectif pour analyser le tableau de performance. C'est évident. C'est des pratiques qui sont quand même pas mal développées chez nous. C'est ce qu'on appelle le point hebdo, le stand-up meeting, le SUM. Ici, c'est collectivement, avec toute l'équipe, se réunir, regarder où on devait être, analyser s'il y a des écarts, et puis tout de suite adresser des actions pour que dans l'espace du SUM, dans l'espace de la cadence, dans l'espace de la routine, donc dans l'espace d'une semaine, quelle action moi je peux faire pour rectifier l'erreur, corriger l'erreur. C'est d'autant plus facile que vous avez choisi des indicateurs opérationnels.
Donc, si vous animez dans votre somme sur des indicateurs finaux, vous ne pouvez pas agir dessus. Il va y avoir un effet tunnel, c'est trop loin. Animez-vous toutes les semaines, pas sur le final, mais uniquement sur les indicateurs. C'est toujours une trajectoire, donc je suis pas là pour vous donner non plus des leçons. Peut-être juste partager nos apprentissages et certainement qu'on aura des choses à apprendre les uns des autres aussi. Donc, je vais juste rapidement vous faire un petit topo sur InnovaFit pour que vous ayez des éléments de contexte sur pourquoi on avait besoin de travailler ce sujet pour nous. Et ensuite, vous expliquer un petit peu comment on a adressé ce sujet à un moment spécifique de notre trajectoire. Donc, InnovaFit, c'est une société qui a été fondée en 2016 et qui a comme mission d'apporter des aliments plus durables, de rendre notre système alimentaire plus durable par l'innovation, en utilisant en fait le potentiel des insectes comme bioconvertisseurs qui apportent des protéines plus durables dans nos assiettes pour pouvoir nourrir le monde de demain. Concrètement, notre insecte qu'on a choisi, c'est celui-ci. Donc, c'est la mouche soldat noir. Là, vous la voyez dans son format adulte. Mais comme tout insecte, il se métamorphose. Donc, on le travaille aussi dans des stades larvaires. Et vous verrez les photos un petit peu plus loin. Et cet insecte se caractérise par une forte valeur nutritive et des cycles de croissance courts qui permettent d'avoir un potentiel d'élevage en termes de compétitivité aussi qui est inégalé. Donc, on a choisi cet insecte et cet insecte est de manière inhérente durable parce que il s'alimente en fait de coproduits à plutôt faible valeur ajoutée sans créer de concurrence sur les ressources agricoles pour créer de la protéine à forte valeur ajoutée. La façon dont on l'utilise et qu'on le travaille est aussi un facteur de compétitivité et de durabilité, puisque on a donc ce qu'on appelle un modèle circulaire, ce qui signifie qu'on se colocalise avec des acteurs de l'agro-industrie qui prennent des céréales qui viennent de l'agriculture et on est colocalisé directement donc, pour récupérer leurs coproduits, les nourrir à nos insectes. Et en fait, un de nos produits, du coup, est un fertilisant qui revient et qui referme la boucle azotée pour aller nourrir les champs. Et donc, nos produits sont sur quelques marchés clés. Ceux qui nous ont beaucoup tiré jusqu'à présent, c'est l'aquaculture, qui a un vrai besoin de protéines animales de haute qualité, les monogastriques, tout ce qui est pet food. Et on est en train de développer des applications en food pour une alimentation humaine directement. Et on a notamment déjà des contacts avec Decathlon d'ailleurs, puisqu'un des marchés identifiés, c'est tout ce qui va être alimentation sportive, donc barres protéinées, etc. Pour pouvoir en fait fournir ces ingrédients, on avait un gros sujet de maîtrise industrielle pour être capable d'approvisionner ces marchés. Donc, on a construit un premier site pilote à Bouzaucourt, puis un site de production à l'échelle industrielle à Nesle. Et donc, un vrai enjeu industriel, à la fois dans la conception de l'usine, mais aussi dans la façon de l'opérer. Donc, je vous passe rapidement, ça c'est notre trajectoire depuis qu'on est fondé, vous pourrez la reconsulter. Je voulais juste mentionner rapidement qu'un de nos investisseurs qui a cru en nous très tôt et qui nous a suivis, c'est Cradev, que vous voyez ici, qui est monté à bord en 2018. Donc, c'est aussi un petit point commun qu'on a avec Decathlon, c'est d'être un peu dans la galaxie de la famille Mullier, qui sont des entrepreneurs aussi du Nord. On est implanté dans le nord de la France, qui ont cru en nous et qui ont soutenu notre vision dès le début. Dans cette trajectoire, en fait, il y a deux éléments clés que je voulais partager avec vous, qui sont le fait qu'en fait, en fin 2020, on est dans une situation où on avait un site échelle pilote qui était en opération depuis 3 ans et on allait lancer un site à une échelle industrielle, une sorte de tête de série de notre modèle cible qu'on veut déployer après partout dans le monde. Et ce site industriel, en termes d'échelle, c'était un x10, x15 par rapport au site historique, qui était un pilote. Donc, on passait d'une dizaine d'opérateurs à plutôt 150 opérateurs qu'il faut coordonner dans différents ateliers avec un changement d'échelle total. Donc, en fin 2020, il y avait un vrai sujet de se dire comment est-ce que dans ces nouvelles usines, on va réussir à avoir de la résolution de problèmes décentralisée
dans chaque atelier avec des équipes multimétiers qui vont avoir le pouvoir et la capacité de résoudre les problèmes. Avec un concept qu'on a découvert à l'époque, qui était le principe de subsidiarité. Donc, la subsidiarité, c'est un peu le contraire de la délégation. Donc, dans la délégation, par défaut, tout le pouvoir est à la tête et en fait, on décide par exception ce qu'on délègue. Le principe de subsidiarité, c'est l'inverse, c'est de se dire par défaut, les décisions devraient être prises toujours au plus bas, au plus proche en fait du terrain, et que c'est uniquement les décisions qu'on n'est pas capable de traiter localement qu'on va remonter. Donc, dans cette logique-là, on inverse la pyramide et quelque part, les managers et les leads hiérarchiques ont le rôle de permettre aux gens qui créent la valeur sur le terrain d'avancer. Donc, on est vraiment au service de la création de valeur avec une prise de décision la plus décentralisée possible pour éviter que finalement, on perde notre temps à attendre que des problèmes soient résolus ailleurs que sur le terrain. Donc, on s'est dit, il faut vraiment réussir à faire ce changement-là. Parce qu'en effet, à l'époque, à Gouzeaucourt, donc sur notre site pilote, la façon dont on opérait, c'est qu'on avait, je schématise à fond, hein, mais c'est pour simplifier, on avait une routine quotidienne qui consistait plutôt à du passage de consignes. Donc, je te dis ce que tu dois faire, j'ai une information descendante et un pilotage hebdomadaire. Là, pour le coup, on avait la R&D qui venait, qui parlait avec la production, la maintenance, etc. Et on essayait plutôt d'analyser la performance, mais y compris en essayant de comprendre les effets de causalité avec des événements qui étaient arrivés 3 semaines plus tôt et qui avaient des effets boule de neige, mais quelque part qui nous empêchaient d'avoir une action très directe sur ce qui était dans notre main aujourd'hui. On passait pas mal de temps à faire de l'archéologie. Et l'impact que ça avait, c'est déjà en termes de dynamique d'équipe, beaucoup d'informations descendantes. Finalement, on se reposait beaucoup sur l'expertise et l'expérience des opérateurs, mais donc dans une phase où on avait besoin de recruter de nouvelles personnes, on était vite en limite en fait. On n'avait pas standardisé notre savoir-faire et les personnes qui étaient compétentes et expérimentées, elles étaient aussi saturées parce qu'il fallait vraiment qu'elles aient une hyper-vigilance. Donc c'était pas, ça coulait pas de source d'opérer de manière fluide et robuste. On avait des retards dans le traitement des écarts parce qu'on priorisait le fait de discuter de problèmes qui étaient arrivés il y a 2 semaines et de leur impact plutôt que des problèmes d'aujourd'hui sur lesquels on avait la main. Et du coup, ça faisait que les problèmes avaient le temps de faire boule de neige et d'avoir des impacts collatéraux plutôt que d'être tués dans l'œuf au moment où ils apparaissaient. Ce qui était une perte de temps et une frustration assez généralisée pour tout le monde. Alors qu'on a des équipes, je dois dire, qui étaient hyper mobilisées, hyper engagées. Et donc, on a envie de réussir collectivement. Deuxième facteur de complexité qui faisait qu'on avait besoin de changer, c'est quelque chose qui est inhérent à notre process, mais je pense qu'il y a pas mal d'analogies dans plein d'environnements. Finalement, nous, on a un cycle de production qui est dicté par la biologie de notre insecte et son rythme de vie. Donc là, vous voyez, bon, pour la petite histoire, ça vous permet d'avoir les photos de notre insecte dans ses différentes phases. Ça, c'est pour le côté un peu folklore. Donc, on a les petits œufs en haut qui vont devenir des petites larves, puis des grosses larves. C'est ces grosses larves, en fait, blanches qu'on va transformer en protéines. Et une fraction de ces larves vont être gardées, conservées pour devenir des adultes reproducteurs. Donc, on va les faire devenir, donc elles vont on appelle ça puper, donc comme un cocon de papillon, elles vont se durcir et noircir. Et à l'intérieur de ce cocon, une métamorphose va pouvoir avoir lieu, qui va donner lieu à la mouche adulte qui se reproduira et va pondre des œufs. Donc, ce cycle total dure 45 jours. Et même si on fait un focus, par exemple, sur ma fameuse larve blanche, en fait, sa croissance dure 8 jours. L'objectif, c'est d'avoir des kilogrammes de larves en sortie. Le process, il consiste à prendre des bacs, injecter du substrat dans ces bacs et ajouter des larves qui finalement vont grouiller dans ce substrat, s'en nourrir. Et 8 jours plus tard, après avoir été mis dans des conditions d'élevage contrôlées en termes d'humidité et de température, on va pouvoir les sortir, les tamiser, séparer donc les résidus de substrat de la larve, et à ce moment-là, on pèse et on sait si on a gagné ou pas et si on a atteint nos objectifs de poids de larve produit. Sauf que, en fait, 8 jours plus tard, on va se rendre compte que on a peut-être mal créé notre recette de substrat, on a peut-être mal piloté nos températures et nos ambiances, mais au moment où on mesure le résultat, c'est trop tard pour changer ce geste.
Donc, il y avait une vraie logique, un vrai écart entre le moment où on peut avoir un impact sur le résultat et le moment où finalement on mesure et on fait un constat d'échec éventuel. Mais c'est trop tard et quand on est bon, on est content, mais on a peut-être un peu aussi oublié pourquoi. Troisième facteur qui était un peu compliqué, c'est qu'on est quand même dans une industrie innovante. Et ce contexte innovant, il faut se dire, par rapport à beaucoup d'industries qui ont au moins une centaine d'années d'expérience sur justement leurs inducteurs de performance, nous, on était au début de ce processus. Donc, quand on avait des variations sur notre production, c'était toujours un peu difficile de dire est-ce que le problème, finalement, c'est qu'on a mal tenu nos standards et qu'on a mal exécuté, ou est-ce que le problème, c'est que, en fait, on n'a pas encore bien défini l'ensemble des prédicteurs de nos process et que c'est pas juste la température et l'humidité, mais c'est aussi les cycles de la Lune ou je ne sais quel autre facteur qui ont un impact sur notre productivité et qu'en fait, il y a une variabilité qu'on ne maîtrise pas encore complètement. Donc, bien sûr, on fait de la recherche et on utilise beaucoup d'intelligence artificielle sur ces sujets, mais en fait, il y avait aussi une question d'être capable de reposer la responsabilité de chacun et de se dire, OK, il y a des gens qui travaillent sur la recherche et ça, c'est pas les mêmes constantes de temps pour avoir des vrais apprentissages. Donc, la prod, ce qu'on demande à la prod, c'est de tenir ces standards et d'être fiable sur leur exécution. Et ils sont pas 100% responsables quelque part du résultat parce qu'il peut y avoir des facteurs non encore maîtrisés. Mais là où on les attend, là où il faut être infaillible, c'est sur la tenue des consignes de production et des standards d'exécution. Et en fait, parce que le fait d'avoir ce flou, ça crée des routines un peu café du commerce où tout le monde commence à s'inventer entomologue avec des théories plus ou moins fumeuses sur les facteurs qui étaient derrière. Des équipes frustrées qui commencent à se dire non, mais en fait, c'est du vivant, on n'arrivera jamais à mettre ça sous contrôle. Et une logique aussi où on se fatigue un peu à toujours parler des mêmes sujets qui sont pas les sujets sur lesquels on a la main. Et finalement, on se démobilise parce qu'on n'a pas l'impression de tenir notre destin en main. Donc, effectivement, c'est à ce moment-là que nous, on a lu. Alors, ce bouquin, il nous avait été conseillé pour la petite histoire par un business angel qui travaille dans les call centers, qui a créé une boîte de call center. Donc, ça n'a absolument rien à voir, mais ça montre bien que le partage d'expérience, c'est pas forcément toujours là où on l'imagine. Et effectivement, le postulat de ce bouquin, c'est de dire que les bons stratèges, il y en a plein. C'est pas forcément le plus difficile d'avoir une bonne stratégie. D'ailleurs, c'est assez facile de copier une stratégie. Par contre, être capable de bien l'exécuter, ça, c'est vraiment difficilement réplicable. Et c'est là que des boîtes peuvent vraiment développer un avantage compétitif qui est pérenne. Et nous, en regardant ça, il y a vraiment un bloc qui nous a marqué, qui était ce point d'agir sur les indicateurs. Alors, en anglais, ils appellent ça les lead measures, mais en fait, c'est les indicateurs qui sont opérationnels et sur lesquels on a du levier. Et ça, en gros, pour résumer la différence entre les deux de manière très claire, on a l'habitude généralement de se mesurer sur des indicateurs qui ont dit lag. Lag, ça veut dire qu'on a du retard. Donc, souvent, ça va être ça, les indicateurs de résultats, de performance. Nous, on appelle ça, comme on est un peu des ingénieurs scientifiques dans l'âme, on appelle ça les Y. Donc, c'est ce qui ressort de notre fonction de production. Et c'est bien, c'est important ces objectifs parce que ça définit les résultats qu'on cible. Mais typiquement, si on prend l'exemple du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, c'est un résultat. Mais on peut zoomer sur le chiffre d'affaires jusqu'à venir à la maille quotidienne. C'est pas ça qui va nous dire ce qu'il faut qu'on fasse pour augmenter notre chiffre d'affaires. Et il y a une limite à ce qu'on va apprendre de ce zoom. Parce que c'est quelque chose qui est toujours en retard par rapport aux inducteurs de la performance. Et donc, la proposition, c'est de se concentrer sur les indicateurs opérationnels de process qui, quelque part, sont, nous, ce qu'on appelle les X. Donc, c'est les points de levier dans notre équation et qui sont liés au savoir-faire métier, qui sont actionnables, prédictifs. Moi, je trouve que l'exemple de la perte de poids est hyper parlant. Un exemple qui m'avait beaucoup parlé aussi, c'était dans la vente, dans les magasins, de dire ok, le panier moyen de mon consommateur, il va dépendre aussi du nombre de produits que je lui ai montrés, des propositions de cross-selling que je lui ai faites. Et finalement, c'est peut-être ça qu'il faut aller regarder, c'est combien de produits je lui ai montrés, combien d'arguments de vente, combien de questions je lui ai posées, qui peut-être va permettre d'aller vraiment jouer sur les actions qui peuvent changer le score à la fin. Donc, comment est-ce qu'on a fait? Alors,
une approche un peu théorique, donc peut-être que ça c'est dans les apprentissages, on le ferait peut-être différemment aujourd'hui, mais je vous ai mis notre approche avec en violet les indicateurs de lag, donc de résultats, et en vert les indicateurs de lead, donc ceux qu'on vise à pouvoir piloter. Donc on est parti d'un objectif clé au niveau de la boîte, nous, le chiffre d'affaires qu'on va permettre de générer, qui se décompose en des indicateurs de volume et de prix. Finalement, sur le prix, nous, on est beaucoup sur des logiques de prix, avec des formules de prix, avec des index et des taux de change. Donc ça, on le subit un petit peu. Et aussi, en fonction de nos débouchés de produits, de notre mix produit, on va avoir une répartition de portefeuille client et une portefeuille de produits qui peut maximiser le chiffre d'affaires qu'on génère. Si je prends si je prends la branche volume, et là, je simplifie en focalisant sur mes fameuses larves. Le volume que je produis dans mon atelier de production de larves, il va dépendre à la fois de mes intrants en quantité et en qualité et de ma capacité de conversion de ces œufs en larves. Je peux encore creuser sur ma conversion d'œufs en larves. En fait, elle va dépendre de ma capacité à bien utiliser mon outil productif avec mes équipes qui sont bien là pour réaliser le travail, mes machines qui ne tombent pas en panne, qui sont fiables et qui tournent bien, et la qualité de mon travail d'exécution qui fait que mes standards sont tenus et on a fait le job chaque jour selon nos cibles. En fait, une fois qu'on a fait ça, donc nous, on l'a fait de manière assez théorique et ça nous a été utile en phase de conception du site parce que ça nous a permis aussi de mettre en place notre instrumentation dans nos machines. Mais la deuxième étape, c'est de se dire, OK, du coup, quand on fait ça, on est capable de se dire quelles sont les branches qui sont à la main de quelles équipes. Et on est capable, du coup, de commencer à construire les instances et les sphères de responsabilité et de se dire, OK, par exemple, ici, si je veux avoir une sphère de responsabilité de mon atelier de production et que j'ai un volet dispo machine, il faut que j'ai un représentant de la maintenance dans ma routine parce que la dispo machine, au quotidien, elle dépend encore de l'intervention de mes techniciens. Et donc, si on veut parler de la dispo machine dans une routine, il faut que la personne qui va nous aider à résoudre ces problèmes-là soit aussi dans la salle. Donc ça permet juste de s'assurer qu'il y a de la cohérence entre les routines, les indicateurs qu'on y suit et les personnes qui sont présentes. Et peut-être juste un point rapide aussi, c'est qu'en faisant ça, on arrive à se rendre compte que certaines des briques, qu'on le veuille ou non, en fait, on les subit un peu. Par exemple, ici, à l'échelle de mon atelier de production, je subis un peu la quantité et la qualité des œufs entrants. C'est un indicateur de résultat d'un autre atelier. Mais c'est hyper précieux, en fait, de l'avoir identifié là parce que, du coup, je connais mes interfaces et je peux piloter mon interaction avec et mes codépendances avec mes collègues. Donc, voilà, je vous donne juste comme illustration. Ici, vous voyez le volet gauche de la page, ça va vraiment être, je définis ma performance, mais quasiment de matière mathématique, comment est écrite mon équation de production en volume. Et ça me permet de comprendre quels sont les indicateurs, mes Y, que j'ai besoin de piloter quand j'ai envie de comprendre où je trouve mes points d'attention en ce moment, plus d'un point de vue analyse de production. Et au niveau de droit, les cibles opérationnelles par thématique et par poste de travail. Donc, au niveau de l'injection, au niveau du poste d'inoculation et au niveau de la personne qui pilote les équipements de gestion des ambiances, quels sont chacun des indicateurs vraiment concrets que ces personnes doivent avoir en tête quand elles opèrent. Et donc, autour de ça, on a pu créer les routines en se disant, voilà, une routine. Alors, je sais que parfois, dans des modes projet, ça peut s'appeler comité. Mais l'idée, c'est qu'une routine, c'est un collectif qui est aligné sur un objectif et qui, du coup, collectivement, doit délivrer sur un certain nombre d'indicateurs X opérationnels. Après, il y a une logique. Nous, ce qu'on avait fait, donc on avait fait tout notre KPI tree dans un tableau Excel avec les niveaux qui étaient dans des colonnes différentes. Et on a vérifié en fait la ventilation de nos indicateurs dans les différentes instances. Parce qu'on était dans une phase d'architecture de nos instances. Donc, c'est-à-dire quotidiennement, dans chaque atelier, qu'est-ce qu'on contrôle avec l'équipe de production, puis en équipe de support production, puis au niveau de la coordination entre les ateliers, et au niveau hebdomadaire et mensuel sur le CODIR site.
Donc, de s'assurer en fait qu'il y avait une cohérence entre les indicateurs qu'on suivait dans les différentes instances pour que les sujets puissent être captés au plus tôt. On surveille quand même les indicateurs de résultats parce que ça permet de fêter les succès. Et ça fait plaisir de voir les records de production battus. Mais finalement, le focus, il est sur les indicateurs lead, les indicateurs opérationnels. Et on a pour chaque indicateur, en fait, la responsabilité qui donne l'information et c'est la personne qui est responsable de ce chiffre. Donc, finalement, l'animateur de la routine, c'est pas lui qui donne tous les chiffres, c'est chacun parle de sa sphère de responsabilité. Et chacun des présents dans la réunion a une sphère de responsabilité et est acteur de la routine, du coup. Et en fait, ça permet d'avoir des discussions vachement vertueuses sur comment est-ce qu'on fait pour bouger ces indicateurs. Donc, on arrive à dire, moi, j'ai un problème, je suis en retard sur tel sujet, j'arrive pas à tenir ma qualité sur mon substrat, par exemple. Et vraiment, de manière collective, parler des problèmes, mais aussi parler des succès. Donc, dans une équipe de parler de comment est-ce qu'on arrive à être à l'heure sur certains gestes. Moi, j'ai des méthodes. Ça permet d'identifier aussi des best practices et de les partager collectivement. Donc, ça, c'est un vrai facteur de motivation puisqu'on remet le focus sur les éléments qu'on a en contrôle. On capitalise sur les best practices. On valorise le travail terrain, le geste et pas juste le résultat. Donc, on s'écarte aussi d'une certaine financiarisation du travail qui peut être un peu délétère. Périodiquement, voilà, on fait le point pour ajuster aussi les indicateurs en fonction de l'autonomie des équipes. Pour s'ajuster aussi sur les points qui ont besoin d'être pilotés de manière plus ou moins fréquente en fonction de ce qui est en train d'être mis sous contrôle. Donc, je vais résumer rapidement, nos retours d'expérience. Donc, ce qu'on en a tiré, c'est vraiment cette notion d'importance du savoir-faire des équipes. Au départ, on était très mathématique, on voulait tout pouvoir écrire en équation pour aller des indicateurs de résultats aux indicateurs de process. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était OK de faire un peu des sauts conceptuels et de se dire à un moment, il faut se faire confiance. On sait quels sont les vrais standards qu'il faut qu'on respecte au quotidien pour que la production soit qualitative. Et déjà, commençons par ça. Et aux équipes de choisir leurs indicateurs pour dire est-ce qu'on est à l'heure sur notre production, est-ce qu'on est aux bonnes cadences de production. Les équipes savent mieux le faire que nous, par exemple. Elles vont surveiller leurs encours elles sont capables de trouver un indicateur qui va leur parler. Le rôle de l'animateur, finalement, on sort d'une logique de contrôle un peu paternaliste et on est plus sur une logique d'animateur de séance avec des indicateurs objectifs. C'est pas lui qui vient corriger la copie à la fin de la journée. Chacun est capable de savoir ce qu'il a fait et de présenter ses résultats. Et certains indicateurs, pour le coup, quand on le fait, on se rend compte qu'ils sont assez qualitatifs, subjectifs. Je pense par exemple à la qualité du substrat. Donc peut-être dans des situations de service client, il peut y avoir le même type de situation. On sait dire que c'est un beau substrat ou pas un beau substrat, mais finalement, on n'est pas trop capable de le qualifier plus que ça. En fait, ça nous a permis de vraiment mettre le focus sur ces éléments-là et de travailler la définition de ces standards pour développer l'autonomie des équipes et la maîtrise de ces gestes-là qui sont les plus compliqués à mettre sous contrôle. Et on a eu quelques bénéfices collatéraux. Donc, le travail un peu exhaustif, il peut paraître un peu déconnecté de la réalité de terrain. Il a été assez pratique pour nous sur des cas de problèmes plus complexes où on avait besoin d'aller faire de la résolution plus profonde, puisqu'on avait par défaut déjà une sorte de trame de résolution de problèmes qui nous permettait de savoir où aller regarder. Et le fameux point que je vous faisais sur les dépendances, le fait d'identifier, mais ça, j'ai pas la main dessus, mais en fait, par exemple, justement, les intrants pour moi, ça peut être les niveaux d'inventaire en magasin, je suis bloqué, je peux pas vendre parce que j'ai pas de between en stock. En fait, ça permet d'identifier les dépendances avec d'autres équipes et du coup, d'avoir peut-être une coordination inter-équipe sur ces points-là. Et après, je voulais juste vous dire en mot de la fin, c'est clairement une démarche d'amélioration continue. On a fait justement cette définition en phase de plan, on a déployé les indicateurs. Là, on fait vivre et on regarde comment ça marche. Et il y a clairement besoin de refaire des itérations pour continuer d'améliorer aussi au fil de la montée en compétences des équipes et de la maturation de notre outil industriel. Voilà, c'était les éléments que je voulais partager. Et
le temps que la première question arrive, je fais juste une connexion avec Deming que tu as montré en dernière slide, parce qu'apparemment c'est lui aussi, alors donc il est à l'origine, il a modélisé le PDCA, qu'on utilise souvent en amélioration continue, mais il a aussi, c'est lui qui a dit que tant qu'il n'y avait pas de mesure, il n'y avait pas d'amélioration. Donc il est aussi connecté à la notion de tableau de bord. Donc il y avait pas mal de travail là-dessus. Et du coup, j'en profite juste, Déborah, c'est que j'ai oublié de le dire et c'est de ma faute, c'est qu'on prévoit, on va planifier d'ici fin d'année un webinaire dédié aux OKR. Très bien. Alors justement, il y a une question de Jérôme concernant les OKR. Il dit, c'est quoi les OKR? Moi, si vous voulez, sur le cas, là par exemple, j'ai le cas où on est en train de construire une usine aux États-Unis, donc c'est un projet sur 1 an et demi, 2 ans. Effectivement, je vois un peu la complexité ou la nature des activités aussi évolue au fil du temps. Donc, on n'est pas forcément sur des indicateurs fixes. Nous, ce qu'on a fait dans ce cas-là, effectivement, on en parlait avec Jean-Sébastien hier, ça sert à rien pour nous, par exemple, de suivre à la maille hebdomadaire notre estimatif de coût. On le suit plutôt à la maille mensuelle parce que ça sert à rien de le réactualiser toutes les semaines. Par contre, à la maille hebdo, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a créé des plannings qu'on met à jour trimestriels et qui sont vraiment des plannings d'activité et pas des plannings de tel sous-traitant, on va faire tel truc, c'est moi, qu'est-ce que je dois faire? Et on les construit collectivement à la maille trimestrielle. Et ça nous permet, en fait, à la maille mensuelle de faire des points et de se dire, OK, c'est quoi mes objectifs clés pour le mois prochain? Et du coup, à la maille hebdomadaire, on a un débrief d'action où on se dit, OK, qu'est-ce que j'ai fini cette semaine? Et on essaie de se forcer à créer des actions qui sont faisables dans la semaine. Et comme ça, on prend un engagement collectif en équipe de dire à la fin de la semaine, j'aurai envoyé mon RFQ ou à la fin de la semaine, j'aurai un RFQ à vous soumettre pour une relecture collective. Et on essaye de créer en fait une instance hebdomadaire où on donne notre plan d'action et notre retour d'action de la semaine et où on prend toutes les décisions collectivement lors de cette routine. Donc, si on a des arbitrages à faire ou quoi, c'est aussi le moment où on va prendre le temps. Quelqu'un va dire, bah voilà, moi, j'ai telle décision à soumettre à l'équipe. Voici les pros and cons. Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, ça permet de se mobiliser. Mais effectivement, pour nous, un des gros sujets, c'est de passer par un plan d'action à la maille trimestrielle qui soit crédible et qui reflète le travail des équipes. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Jérôme, si ça te parle. Mais par contre, vous faites quand même des sums hebdomadairement. Ouais, mais hebdomadairement, c'est vraiment orienté action. Donc, c'est quasiment un Kanban d'action. Chacun dit les 3 activités qu'il veut avoir fait cette semaine. On essaie de se limiter à 3 actions. Et ça doit être des actions faisables dans la semaine. Donc, il faut essayer de concrétiser quelque chose qui peut être une réalisation de la semaine et qui passe par, voilà, je vous ai envoyé une V0 de mon cahier des charges à la fin de la semaine. Quelque chose qui peut être fini pour éviter d'avoir la même action qui traîne parce que je suis encore en train de travailler sur la définition du cahier des charges. On ne sait plus trop ce que ça veut dire. Très clair. D'accord. Merci. Très bien. Il y a Stéphane qui voulait peut-être compléter. Oui. Après, on a une dernière. Tu complètes, Stéphane, et après, on a une dernière question de Marie-Charlotte, puisqu'on arrive vraiment à la fin du temps consacré au webinaire. Donc, on t'écoute, Stéphane. Ok, donc je fais très court parce que merci Sophie, mais elle est dans un cadre assez particulier puisqu'on est dans une activité qui est complètement nouvelle et qui se construit dans des univers plus stabilisés comme les vôtres, hein, j'imagine. Nous, on a en ce moment là une mission en cours au sein de Covea, donc dans le monde des assurances, sur la direction commerciale pour justement passer leurs habitudes de suivi d'activité, de monitoring d'activité par des tableaux de bord un peu rébarbatifs, hein, où il y a une structure très logistique dans l'organisation avec des directeurs régionaux d'agences qui reconsolident les résultats et ainsi de suite. Et une des clés du choix d'indicateurs était de recentrer les équipes sur leurs propres projets individuels et de ne pas leur imposer des indicateurs tout faits qui les obligent à rentrer dans un cadre qui n'est pas forcément le leur. Donc tout ça, dans la définition, l'idée avant tout, pour qu'ils puissent sélectionner leurs indicateurs, c'était de regarder dans le cadre d'un état des lieux préalable à la validation de leur projet, là où ils pêchent le plus ou là où ils ont le plus de douleurs ou de difficultés à pouvoir maîtriser leurs activités et qu'ils puissent sélectionner là-dedans les indicateurs clés qui vont leur permettre de se rapprocher de l'objectif d'équipe. Donc vraiment partir du projet, faire une analyse d'écart par rapport à ce projet sur les principaux indicateurs que l'on a, et puis les sélectionner, et surtout si au bout de 3 mois et que le projet est à 1 an, donc dans ce cadre-là où ils sont sur 1 an,
au bout de 3 mois, on a atteint nos objectifs sur les indicateurs, ben, on fait une mise à jour de notre état des lieux pour nous redéfinir des indicateurs suivants. Voilà, sur un fonctionnement peut-être plus stabilisé que dans un fonctionnement en création tel que nous le décrit Sophie. J'avais une question sur la mise à l'échelle, en fait, parce que sur un slide, et Sophie, merci pour le feedback et ce que vous avez fait, c'est génial. Mais à l'échelle des cadres, parfois, on est siloté. Et l'exercice que tu présentais, il est super intéressant, mais comment tu arrives à le faire à l'échelle? Par quoi il faut démarrer? Comment on pourrait finalement tous s'aligner? On a forcément tous à peu près les mêmes objectifs. Pas la manière de l'exécuter de la même manière, j'imagine. Pas la manière de le mesurer. Et parfois, quand moi je suis bon d'un côté, j'impacte l'autre équipe qui, elle, a des indicateurs qui sont finalement dégradés parce que moi j'ai fait une action qui n'était peut-être pas la bonne. Et en particulier en supply chain, parce que je travaille dedans, on est le maillon d'une chaîne. Donc, s'il y en a un qui n'est pas bon, personne n'est bon. Comment tu arrives quel serait le conseil que tu pourrais me donner Alors, j'ai des éléments de réponse certainement incomplets, mais je sens dans ta question que tu as déjà toi aussi une partie de la réponse. Et je vois que tu es à Croix, tu travailles à Croix. Et donc, si tu travailles à Croix, tu n'es pas très loin de Claude Moreau. Je ne sais pas si tu connais Claude Moreau. Oui, je vois bien Claude. Et donc, je vais aller jusqu'au bout de mon idée. C'est peut-être pas la réponse exhaustive à ta question, mais Claude Moreau, son métier, c'est architecte d'entreprise. C'est un truc qui manque un peu chez nous dans l'entreprise. Il y a plein de postes qui sont en train d'arriver, qui vont à peu près dans ce sens-là. C'est d'avoir des personnes qui ont la capacité de cartographier cartographier l'entreprise. C'est sur plusieurs niveaux. On part des stratégies d'entreprise, de North Star, qui vont être déclinées par initiative. Et puis, l'ultime niveau, ça va être les tâches opérationnelles. Aujourd'hui, il y a une démarche qui est en cours. Alors, il y a plusieurs démarches qui sont en cours dans l'entreprise aujourd'hui pour formaliser ça. Et ce qu'on souhaite faire, c'est mettre tout ça en harmonie, créer une gouvernance pour que la démarche qui est démarrée chez vous, enfin en value chain avec Claude, ou dans les RH avec Pape ou Nathalie Tibérien, où en fait on a répertorié plus d'une trentaine de personnes qui déjà en ce moment sont en train d'écrire leur mode opératoire. Et moi, ce que j'ai compris de toutes les présentations qui ont été faites par Claude aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de faire d'abord la photo, de faire ce mapping. Quand tu fais ce mapping, tu peux y associer donc les métiers qui font, les outils qui sont concernés, les indicateurs qui sont concernés. Et cet outil qui s'appelle Linux, sur lequel travaille Claude, à un moment donné, il nous permet de faire des extractions et de faire des zooms sur des problématiques ou sur des métiers ou sur des outils. Et moi, ce que je comprends de tout ça, c'est que la partie supérieure de l'arborescence, elle va être définie par le COMEX, par la direction, par les leaders d'initiative, par les leaders de département, mais toute la partie basse qui a été présentée par Sophie, elle va être définie par les équipes elles-mêmes. Mais il y a un boulot d'alignement à faire. Et ma compréhension, c'est qu'il va démarrer, je pense qu'il va démarrer, oui. Voilà mon regard sur la situation. Très bien, il est 14h59. Voilà, c'est la fin de ce webinaire. Donc, merci à tous les participants. Merci à vous tous encore. Excellent après-midi.